Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque jamais, je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de voir le jour, d'être debout ce jour, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zama, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, et Neni, donnez-le le nom qui vous sied, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Célébrer la vie, c'est d'être au service des autres, être au service de son semblable. C'est comme ton semblable est à ton service en ce moment même où je te parle. Il y a quelqu'un d'autre qui est à mon service pour m'aider quelque part que tu ne connais même pas. Ce n'est pas parce qu'il est payé que tu ne crois pas qu'il est à ton service. Alors, faites très très attention. Être au service de l'autre, c'est être au service de soi-même. C'est très important. On ne rend pas service à Dieu en allant s'asseoir à l'église tous les jours en demandant que Dieu change ta vie alors que toi-même tu rends celle des autres misérable. Dieu reconnaît ton action à travers les autres. Dieu reconnaît que tu l'aimes à travers l'action que tu imposes aux autres, l'action que tu fais pour les autres et ce que les autres font pour toi. C'est là où Dieu reconnaît. Dieu vit dans la bonté. Dieu vit dans la sagesse, dans l'intelligence. Dieu vit dans l'amour. Cet amour-là commence par t'aimer. Si tu t'aimes toi, comme tu es, automatiquement tu dois aimer l'autre pour ce qu'il est et comme il est, parce que vous êtes complémentaires. Les esprits maléfiques ne t'apporteront rien. Dieu, le grand architecte de l'univers, est le seul et unique grand maître. Alors tu es aussi un maître. Et quand tu comprendras ce que tu représentes sur cette terre, chaque fois que tu verras ton semblable, tu ne pourras que lui offrir ce que tu aimerais qu'on t'offre aussi en retour, l'amour, tout simplement. Bien. Alors mes chers compatriotes, vous qui me faites donc l'honneur de m'écouter ce matin, vous faites l'honneur d'accompagner notre action au quotidien, je voudrais partager avec vous quelque chose de très important. La vidéo que vous venez de voir à l'entame de cette publication, ça se passe au Mexique. Les cartels, les vendeurs de drogue, les exploitants de drogue, les trafiquants de drogue au Mexique se sont révoltés parce que l'un de leurs a été assassiné, exécuté par les autorités. Ils ont donc décidé de tout brûler dans la ville. C'est symbolique ce que je vous montre là. Le Mexique, c'est l'un des pays pauvres. Au Cameroun, ils ne valent pas notre richesse. Mais nous avons tous la richesse humaine, la première création, la pensée, l'intelligence que Dieu nous a tous donnée. Mais accompagné de cette intelligence, Dieu nous a donné la terre, une terre riche de toutes sortes de richesses. Les pays que vous voyez là, la plupart des pays occidentaux, pour que tu comprennes le sujet de ce jour, il faut que tu comprennes la genèse de ce que je suis en train de te parler. La plupart des pays dans le monde n'ont pas la richesse africaine. La plupart des pays dans le monde n'ont pas notre richesse. C'est-à-dire nous sommes doublement riches. Dieu nous a bâtis, nous a donné, a fait de nous des enfants intelligents comme il a fait d'autres enfants, les blancs, les noirs, les gris, les jaunes, les bleus ciel, tout ce que vous pouvez imaginer comme être humain sur la terre. Dieu nous a tous dotés des intelligences. Chacun a son intelligence. Mais nous sommes tous complémentaires. Mais nous, Africains, Dieu nous a donné quelque chose de plus d'autre qu'il n'a pas donné à d'autres pays. Parce que la naissance de ce monde-là est de chez nous. La terre qui couvre la grande majorité des richesses que nous pouvons capitaliser, que je ne vais pas ici recommencer à énumérer, le pétrole, le gaz, l'or, le diamant, le manganèse, le bois, la terre elle-même. Parce que chez nous, tu fais pipi quelque part, c'est comme si tu étais en train de bénir même la terre. Tu jettes un grain de maïs là-dedans, ça pousse. Tu jettes la noix d'une mangue, ça pousse. Tu jettes un oranger, un prunier, un citronnier, tout pousse en Afrique.
Afrique. Donc les autres ont aussi des terres, mais les terres ne sont pas aussi riches comme les nôtres. Alors comme certains pays ont des personnes nées méchantes, ils créent dans leur pays tout ce qui peut détruire chez nous pour venir prendre nos biens en nous tuant. Alors qu'on pouvait partager, on peut tout simplement partager ces biens-là en trouvant des accords, qu'on se partage des biens de la terre. Mais eux, ils viennent donc chez nous, ils créent des maladies, ils créent des virus, ils créent toutes sortes de maladies, l'Ebola, le tétanos, le choléra, le sida, toutes sortes de maladies que tu peux imaginer sur terre. La plupart sont créées pour détruire les Africains et récupérer leurs biens. Alors, tout ce qu'ils ont créé, voyant que ça ne marche pas, ils utilisent aussi les nôtres, c'est-à-dire nos dirigeants qui deviennent des purs poisons de la société pour neutraliser et tuer les leurs. C'est-à-dire nos parents que vous voyez là, président, gouverneur, maire, général, commissaire, colonel, et tous ces gens-là, les élus là, sont parfois utilisés par ces gens-là pour nous empoisonner. En dehors des armes de guerre qu'on donne, dès que tu veux te lever, on te tue. Et crée aussi donc toutes les substances qui peuvent te neutraliser. Ça fait partie, il y a des médicaments, vous intoxiquez par des médicaments, nous intoxiquez par la drogue. La drogue, c'est de ça que nous allons parler. La drogue. Qu'est-ce que la drogue t'apporte? Qu'est-ce que la drogue m'apporte? Quand tu me regardes, moi, je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je ne prends pas de drogue. Je ne bois même pas de café. Je vis avec de l'eau ou avec des jus nature. Est-ce que tu penses qu'il me manque quelque chose au point de vue physique? J'ai fait le football. J'ai fait des arts martiaux. Je fais la musique pour ma passion personnelle. Je me porte bien. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui me manque au point d'aller prendre la drogue? N'est-ce pas? Nous, chez nous, nous avons une drogue innée qui a été créée par Dieu pour rendre nos parents endurants, pour leur redonner la force pour travailler. La première herbe qui avait été créée par Dieu sur la terre, c'est le tabac. La première, toute première herbe créée par le grand architecte de l'univers sur cette terre était le tabac. C'est le tabac. C'est pour ça que vous verrez, je vous ai déjà appris ça plusieurs fois ici, c'est pour ça que vous verrez nos parents, nos grands-parents surtout. Vous n'avez jamais cherché à comprendre, mes chers petits frères, parfois même certains aînés. Vous n'avez jamais cherché à comprendre pourquoi les parents prenaient toujours la prise. Vous avez toujours une petite boîte. Il tape sa boîte comme ça, il met un peu la prise, il met là, il met dans sa poche. Dans ton village au Cameroun, tu voyais toujours des parents au village. Quand tu regardes le mur de la maison, tu vois toujours sur la plupart des murs au Cameroun, au village, pas des arrière-grands-parents, tu verras un chapeau comme le mien, tu verras une canne, et tu verras toujours deux flèches qui se croisent, comme ça. Deux flèches qui se croisent, elles sont comme ça, sur le mur. Elles sont dans cette position-ci. Deux flèches, ou comme ça. Sur le mur, elles se croisent, deux flèches. Le chapeau, la canne, deux flèches qui se croisent. Dehors, il y avait un goul, le balafon, et le parent avait toujours la prise avec laquelle il marchait toujours. Quand tu voyais le parent à la messe, tu le voyais toujours avec des pas-dessus, avec sa canne qui marchait là. Il n'est pas handicapé, il n'a pas mal au pied, il n'a mal pas, mais il avait une canne, il avait un chapeau. Tu ne t'es jamais posé la question que, mais pourquoi grand-père a toujours le chapeau? Pourquoi grand-père a toujours la canne? Pourquoi grand-père a toujours dans la maison deux flèches croisées? Tu ne t'es jamais posé cette question-là. Pourquoi grand-père a toujours un cool dehors? Le cool dehors, là je peux te répondre rapidement. Le cool qui était dehors, c'était son téléphone. Donc avant que toi tu ne sois né, les parents avaient déjà le téléphone que toi tu crois que tu peux utiliser, où on peut t'écouter là. Non. Non, les grands-parents avaient déjà ça. Ils pouvaient communiquer, ils pouvaient danser parce que l'oncle faisait tout. L'oncle, vous voyez les bikutsi, on utilise l'oncle, ça danse. On danse avec l'oncle. L'oncle c'est aussi un téléphone, un passeur de messages, une convocation, un appel, un lanceur d'alerte, un lanceur de messages, un lanceur de communiqué. L'oncle, les parents avaient tout ça. Vous ne vous êtes jamais posé ces questions. Donc on avait tout ça parce que Dieu a fait de nous des enfants très intelligents. Alors quand vous voyez des gens aller faire la drogue, parce que les gens n'avaient jamais compris pourquoi nos parents prenaient la prise. Non. Avec la pipe.
Tu ne t'es jamais posé la question. Mais les autres ont donc créé des choses qui sont très toxiques pour le corps humain. Parce qu'ils savent automatiquement qu'on vous donne ça, ça vous affaiblit. Quand tu prends la coke, quand dès que tu la prends, si elle te trouve que tu es faible, elle te rend encore plus faible. C'est pour ça que tu les vois, ils sont toujours comme des junkies. Ils sont là, ils sont nonchalants. Si elle te trouve que tu es actif, elle te rend encore plus actif. Mais il faut que ça te trouve actif avec quelque chose dans la tête. Mais à la longue, elle te détruit. Ils ont donc utilisé ça pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir nous neutraliser, pour nous amener partout, pour nuire à l'Africain que nous sommes, en nous donnant toutes sortes de toxines. Alors, pourquoi est-ce que ça court chez nous? Ça marche chez nous parce que dans nos différents pays, les enfants n'ont pas d'emploi. Ces enfants-là quittent, ils vont chercher la vie ailleurs. Il y a donc un croisement, c'est-à-dire il y a ceux en grande quantité, nos richesses, ils ne font pas d'efforts. Ils viennent, les Chinois, les Libanais, tout ce que vous pouvez imaginer, ils viennent prendre. Mais les enfants qui sont sur cette terre-là n'ont rien. Ils se battent pour vivre. Ces enfants-là, vous les retrouvez en route, par utilisant tous les chemins. D'autres prennent des bateaux, d'autres prennent des avions, d'autres vont à pied, marchent à pied du Cameroun jusqu'aux États-Unis. C'est-à-dire, ils prennent l'avion au Cameroun, ils atterrissent au Brésil et commencent à chercher la route, passant par l'Honduras, le Guatemala, le Mexique, ainsi de suite. Pour se retrouver ici, ils font parfois 3 mois en route. Ces enfants-là, ils sont riches plus qu'un Américain. Ils sont riches plus qu'un Saoudien. Mais les Occidentaux ont utilisé la drogue humaine, qui sont nos dirigeants, qui ne pensent pas le développement, qui ne pensent pas le partage, qui ne pensent pas la redistribution. Les enfants quittent alors pour aller chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance chez eux. Comme ce que vous voyez là. Cinquième jour pour certains, et il y a là les nouveaux arrivants qui sont là. Nous sommes là, nous avons été cassés dans les maisons en Tunisie. Ça ne va pas, les Libyens, les Tunisiens nous ont jetés entre la frontière Libye et la frontière tunisienne. Les Libyens nous chassent qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiens nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, ce sont les blessés. Avant un frère, lui, il ne sait plus, il ne respire même pas. Il est là. Ah, voilà les blessés qui sont là. C'est grave, venez-nous en aide, s'il vous plaît. Venez-nous en aide, pardon. Ça ne va pas. Voilà les femmes, voilà les bébés, regardez vous-même. Les bébés dans le désert. On va s'en sortir comment, s'il vous plaît, venez-nous en aide. Les femmes, oh, regardez les femmes, regardez les femmes. Regardez les bébés. On nous a agressés. Aujourd'hui, les femmes nous jeter dans le désert. Aidez-nous, parlez pour nous. Pardon, aidez-nous. On ne sait plus quoi faire là. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Aidez-nous, s'il vous plaît. Tu ne peux pas sortir, tu sors, on te prend, on t'enferme. On casse nos pieds, on casse nos têtes, on nous fait. Regardez, nous sommes nombreux, nous sommes à peu près 350 actuellement. Et ils ne font que venir, ils ne font qu'envoyer les gens là. On n'a rien, s'il vous plaît, venez nous en aide. Regardez comment nous sommes nombreux. Pardon, venez nous en aide, pardon. Ça va pas, venez nous en aide. Les ONG, tous les corps là, aidez-nous s'il vous plaît. Toutes les associations des droits de l'homme, venez nous en aide. Il y a des malades, il y a des bébés qui n'ont pas de soins. Rien. Il y a des morts, déjà on a enregistré 7 morts déjà. Déjà 7 morts. Voilà, de plusieurs nationalités, il y a 7 morts déjà. Donc, ici c'est nationalités confondues. Les Ivoiriens, Camerounais, Guinéens, toutes les nationalités nous sommes là. Ça va pas, regardez vous-même. Nous on nous agresse, mais on nous prend encore pour nous mettre en prison. Il y en a tous. déchirer même les passeports. Déchirer les passeports, casser les téléphones. Dieu merci, on a pu avoir certains téléphones. Regardez. Wow. Ils ont tapé tout le monde. Regardez-vous les frères. Ça va pas. Regardez les frères, les enfants des gens. Regardez ce qu'on a. On n'a pas choisi ça. Nous on est sortis pour se chercher. Nous on est sortis pour nous chercher dans nos pays. Regardez, il y en a qui ont les passeports. Regardez vous-même. Avec passeport, 4 séjours, tout. C'est là. Nous on n'a pas avec passeport. Ils vont déchirer ton passeport. Ils n'ont rien à foutre avec. Regardez toujours les femmes. Toujours les femmes. Ils ont violé les femmes même. Ils ont violé les femmes. Même certains hommes même. Regardez les femmes. S'il vous plaît, venez nous en aide. On ne sait plus quoi faire là. On n'a pas d'eau à boire, on n'a rien pour manger les enfants. Et regardez lui, son pied est cassé.
Regardez vous-même, s'il vous plaît, venez nous en aide. Regardez ce que... Est-ce qu'on mérite ça? Vous aussi. On ne mérite pas ça. Ils nous prennent tout, ils nous ont tout pris. On n'a rien. On a Maxi, c'est un téléphone qui est avec nous ici. Ça va pas, venez nous en aide, s'il vous plaît. Venez nous en aide, pardon. Regardez. Ils ont blessé les femmes, taper les enfants, prendre tous nos téléphones, argent. Voilà. Regardez les enfants. Regardez. Voilà. Les enfants Voilà, sont fils. ici là. Regardez, on n'a pas à manger. Combien de jours on va survivre? On va survivre pendant combien de temps? Ça ne va pas, aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. On appelle la communauté africaine. Je ne veux pas m'afficher dedans. Aidez-nous, s'il vous plaît. Toute la communauté africaine, venez nous en aide. On appelle la communauté La diaspora. africaine. La diaspora. Tout le monde, venez nous en aide. Ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance chez eux. C'est ce que vous avez donc suivi. Souvent, le frère Alain Foka avait fait une expérience un jour. Il est allé en Afrique venir vous expliquer ce que nous avons et ce que nous ne connaissons même pas que nous avons. Écoutez un peu Alain Foka. Écoutez, regardez. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Nous sommes ici à 1636 mètres de hauteur, d'altitude, dans le Simandou. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Et il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tout minerai confondu, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité? Et comment en sortir? Bien, vous comprenez donc que Alain Foka se pose la même question. Comment est-ce qu'un continent aussi riche peut être considéré comme un continent pauvre qui a autant de richesses concentrées dans un continent? Ces enfants vont mourir dans les eaux de Lampedusa, vont mourir partout parce qu'ils se cherchent, alors qu'ils ont tout dans leur propre pays, dans leurs différents pays, dans leur continent. Ils ont tout. C'est-à-dire, quand vous croisez un sans domicile fixe en France, un sans emploi qui ne travaille pas, il est mieux nanti dans notre pays qu'un Camerounais qui travaille. Il ne travaille pas, mais il est mieux payé plus qu'un Camerounais qui travaille dans son propre pays. Alors que ce gars-là, il est le plus pauvre que pauvre matériellement, je veux dire, qu'un Camerounais au chômage au Cameroun. Parce que le Camerounais au chômage au Cameroun peut toucher 10 fois ce que ce monsieur-là touche si la redistribution était faite dans de bonnes conditions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous retrouvez donc les Camerounais en train de se retrouver dans des eaux, dans les mers, dans les pays comme la Libye, violer, abuser les organes prélevés, se retrouvent dans des frontières. De l'autre côté, en Espagne, en Turquie, partout dans ces pays-là, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes, décident donc de prendre la route pour aller se chercher ailleurs et aller chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance chez eux au Cameroun. Le Cameroun vient de rejoindre le club très fermé des pays exportateurs et producteurs de diamants. Il est le 78e pays à intégrer le processus de Kimberley, un regroupement de gouvernements et d'industriels qui contrôle la provenance des diamants et les conditions dans lesquelles ils sont exploités. Cette instance de certification s'assure qu'aucun diamant ayant par exemple financé des conflits armés, également appelé diamant de sang, ne soit vendu sur les marchés internationaux. Le Cameroun compte désormais devenir un producteur mondial de premier plan.
ans. Le pays place tous ses espoirs dans un gisement découvert il y a 4 ans au sud-est du pays, le site de Mobilong. Situé à 35 km au sud de Mboy, en plein cœur de la forêt équatoriale, les réserves de diamants des mines de Mobilong comptent parmi les plus importantes au monde. Plusieurs entreprises sont déjà bien positionnées pour exploiter le filon. Le sud-coréen CK Mining détient un permis d'exploitation en partenariat avec le gouvernement. Le groupe prévoit d'investir 500 milliards de francs CFA sur 25 ans. Botswana Diamonds, une société minière irlandaise, possède elle aussi une concession de 8000 km² sur le site de Mobilong. CK Mining prévoit d'atteindre une production d'1 million de carats par an. Mais sur l'ensemble du territoire, les premières estimations de production sont bien supérieures, de l'ordre de 3 à 5 millions de carats. Les premières installations nécessaires à l'extraction du minerai sont en place depuis mars dernier, mais la production ne devrait pas démarrer avant 2 ans. D'ici là, la majorité de la production camerounaise restera artisanale et ne dépassera pas les 5000 carats par an. Bien, la conséquence, donc, c'est la mauvaise gestion. La conséquence, c'est ceux-là qui découvrent la richesse. La conséquence, c'est tout ce que vous voyez là. Et pendant que ces enfants-là prennent la route pour aller rencontrer la mort, où ils ont rendez-vous avec la mort, ils voyagent de façon indécise. Leur but, c'est d'aller en Occident, aller se chercher. Mais parfois, certains font 3 ans, 5 ans en Libye. Et ils rencontrent la mort. La mort qui vient comme ça les récupérer. Ils sont violés, ils sont abusés sexuellement. Alors, qu'est-ce que je veux te décrire quand je te raconte ça? Parce que ces enfants-là, d'autres tombent dans toutes sortes de trafics. D'autres tombent dans la drogue, d'autres tombent dans le terrorisme, d'autres tombent dans l'esclavage humain. On commence à les utiliser pour faire venir leurs frères au Nigeria, les exploiter, vendre leurs propres frères. C'est-à-dire, on te dit que si toi tu veux vivre, il faut que tu fasses venir 2 de tes frères. Et ça nous ramène là, petit à petit, dans le schéma qu'il y avait avant. Les esclaves des champs, les esclaves des maisons. Quand on t'a fait passer par un esclave des champs, et on te dit voilà, maintenant pour que toi tu sois plus libre, arrange-toi à faire venir 2 de tes frères, tu les tends en piège, ils viennent. Dès qu'ils arrivent, on les fait remplacer par toi, et toi on te libère, tu deviens un demi-chef aussi. Dans tout ça, il y a la rançon. C'est toi qu'on utilise pour appeler les parents. Tu vois un peu? Ça marche ensemble avec le terrorisme, l'esclavage, la vente des organes humains, la drogue. Alors cette drogue-là fait donc un chassé-croisé. La drogue, c'est la mort. La drogue, c'est le poison. À force donc maintenant d'aller chercher la vie à gauche et à droite, que font-ils? Ils amènent la drogue là donc de l'autre côté dans nos pays pour venir vous tuer sur place. Tu as vu que tu as quitté le Cameroun à pied pour aller aux États-Unis, aller en Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal. Mais la drogue, elle vient par bateau. La drogue vient par avion. Oui, la drogue vient par bateau. La drogue vient en voiture. La drogue vient par avion. La preuve, celle qui a été saisie l'autre jour dans la ville de Douala, vous avez entendu le ministre Lupo Motaze intervenir. Écoutez et regardez. C'est une saisie record pour la douane camerounaise. Une opération d'envergure qui a abouti à la prise de produits illicites constituée de 6 cargaisons interceptées vendredi 20 février 2026 et estimées à près de 50 milliards de francs CFA. Précisément, le stock saisi comprend 1057 kg de cocaïne et 1434 kg de tramadol. Nous savons d'où ça vient. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait chez nous, c'est ça. C'est la mort qu'on a vue. Hein. Quand vous avez plus d'1 tonne de tramadol, plus d'1 tonne de cocaïne, d'une valeur, nous a-t-on dit, de presque 50 milliards de francs CFA, vous voyez que c'est des intérêts énormes qui sont en jeu. Et je pense que si, comme le souhaite le chef de l'État, si nous devons protéger la jeunesse, quelque chose devrait être fait. Et à mon avis, ce quelque chose devrait être une procédure qui fasse en sorte que, de façon collective, le suivi, parce qu'il faut déjà savoir pourquoi notre douane a pu saisir ça. Notre douane a pu saisir ces substances illicites grâce à des informations qui lui venaient des douanes françaises, ça peut être d'autres douanes, d'autres pays. Mais le plus important, c'est que nous avons une obligation en tant que douane du Cameroun de dire à ceux qui nous ont informés qu'est-ce qu'on a fait et quelle est la suite de la procédure. Encore faut-il que nous sachions donc
qu'est-ce qu'on a fait et quelle est la suite de la procédure. Si nous ne le savons pas, parce qu'à un moment ou à un autre nous sommes écartés, vous comprenez que soit les gens ne vont même plus nous signaler, soit alors on va penser que nous sommes dans le trafic. C'est ça qui n'est pas bon. Et je pense que, sans vouloir, moi je suis pas compétent en la matière, moi je pense que la solution résiderait dans la mise en place d'une procédure extrêmement rigoureuse, transparente, collective, pour éviter qu'il y ait un individu, un seul, qui à un moment décide tout seul. Qu'est-ce qu'on fait de cette drogue, est-ce que c'est de la drogue ou non, et puis que ce soit fait. Parce qu'après, on n'a plus d'informations. Mais le plus important, c'est je voudrais encore une fois féliciter mes collaborateurs de la douane, et ça me permet encore une fois de dire, et je vous ai devant moi, de dire que on a toujours de la douane, tout ce qu'on sait de la douane, c'est son rôle fiscal. Quelqu'un importe une marchandise, il doit payer la douane, c'est un rôle important, mais on oublie souvent ce rôle de protection de la société. Vous ne pouvez pas, on peut tous deviner les ravages qu'aurait causé cette cargaison qu'on a vue aujourd'hui sur notre jeunesse. Je tiens d'ailleurs à dire que la saisie est une saisie qui a été faite pendant des élections présidentielles. Est-ce que c'était pas aussi de la drogue pour que certains consomment et qu'ils fassent les casses qu'on a vus? Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons un rôle, nous à la douane, nous avons un rôle de protection de la société, protection des consommateurs, protection des entreprises et donc protection de l'économie. D'après les autorités, les expéditions ont transité respectivement par une compagnie aérienne européenne et une compagnie africaine et avaient été faussement déclarées comme fourniture médicale afin de contourner les contrôles frontaliers. La solution résiderait dans la mise en place d'une procédure extrêmement rigoureuse, transparente, collective, pour éviter qu'il y ait un individu, un seul, qui à un moment décide tout seul. Une opération qui empêche notamment la mise en circulation d'environ 27 millions de comprimés de tramadol sur le territoire national. Le ministre des Finances, accompagné de son homologue de la santé publique et du directeur général des douanes, ont constaté par eux-mêmes l'aboutissement de cette opération qui marque un tournant décisif dans la lutte contre l'entrée frauduleuse des produits illicites sur le territoire camerounais. Bien, l'homme qui vous parle là s'appelle Luc-Paul Motazé. C'est pour ça que dans le titre, j'ai posé la question, est-ce que Luc-Paul Motazé n'est pas celui-là qui importe la drogue au Cameroun? Ne fait pas partie de ceux-là qui importent la drogue. Ne fait pas partie d'un cartel qui se cache derrière sa fonction pour importer la drogue au Cameroun. Parce que c'est Luc-Paul Motazé qui devait créer des emplois dans notre pays. C'est Luc-Paul Motazé, sa mauvaise politique, qui envoie des enfants dans la rue. Luc-Paul Motazé est l'une des parmi les deux premières personnes qui ont détruit la politique de Paul Biya. Dans son propre village, la drogue est devenue un business. Et pourtant, c'est un enfant du Sud, l'homme qui a endetté le pays. Luc-Paul Motazé qui parle, celui que vous voyez là. Oui, c'est celui-là que vous voyez là, qui est en train de parler là. C'est-à-dire que les Africains vont chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance dans leur propre pays, dans leur continent. Et ils rencontrent la mort. Maintenant, on vient leur servir la mort à la maison avec la complicité de leurs dirigeants. Oui, avec la complicité de nos dirigeants. Voilà Luc-Paul Motazé, le voilà qui parle. C'est-à-dire que les gens font venir la drogue par avion. C'est-à-dire les Camerounais fuient leur pays en marchant à pied pour aller chercher la vie ailleurs. On vient leur livrer le poison vient par avion, le poison est escorté. Luc-Paul Motazé est-il l'un des trafiquants de drogue au Cameroun? Ils sont tous au port. Oui, Luc-Paul Motazé est-il l'un des trafiquants de drogue? Vous avez vu Luc-Paul Motazé sortir les communiqués SGS au port. Ils ont les scanners pour regarder ce qui rentre. Ils ont les scanners pour regarder ce que tu fais rentrer dans ta voiture. Et là, c'est facile. Mais ils ne voient pas la drogue. Luc-Paul Motazé ne voit pas la drogue. Et Luc-Paul Motazé qui vous parle là, il vous fait comprendre que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Cette drogue que vous voyez là, pendant les élections, il y a eu la saisie de drogue. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'ont-ils fait? Quelles sont les mesures prises par Luc-Paul Motazé et ses autres collègues? Luc-Paul Motazé, vous allez toujours le retrouver. Observez, hein, Luc-Paul Motazé, très souvent, quand il y a une saisie pareille, vous allez voir Luc-Paul Motazé devant, tout récemment, vous l'avez vu au nord, face aux munitions et aux armes saisies là-bas. Est-ce que Luc-Paul Motazé est revenu vous dire, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce que vous voyez là, l'enquête a abouti, on a saisi les armes, on a également saisi les commanditaires. Vous ne les verrez jamais. Jamais vous ne verrez les commanditaires. Là, le Marganguele, très rapidement, a sanctionné un commissaire, n'est-ce pas? Très rapidement, a sanctionné un commissaire. On a trouvé rapidement un commissaire. On l'a sanctionné. Il a même déjà été remplacé. Nous dit-on, la drogue a été directement brûlée, comme dans cette vidéo. Écoutez, regardez.
Bien. Voilà donc la drogue qui a été brûlée très rapidement. C'est classé, hein, c'est fini. On a sanctionné une personne, on a sanctionné un commissaire. Est-ce que vous pensez qu'il est le premier? L'année dernière, ou 24 mois en arrière, je vous parlais déjà d'Ali Baba, sanctionné pour les mêmes histoires, drogue, l'or, tout ce que vous pouvez imaginer là, ça se passe chaque 2 ans, chaque année, les scandales là sont... Et quand vous voyez passer, on vous fait comprendre que c'est 50 milliards qui sont passés là, qui ont été arrêtés de drogue, n'est-ce pas? Alors, sachez donc qu'ils ont fait passer comme ça, multiplié par 10. Ça, c'est pour fermer les yeux. Vous allez dire, non, la douane a travaillé, les policiers ont travaillé. Oui, vraiment, lui pour Motazi, et ainsi de suite. Non, c'est faux. C'est faux. Ceux qui vendent les voitures à Douala sont aussi les vendeurs de drogue. Allez chercher l'enfant qu'on appelle Mangwa. Je vais vous donner sa localisation. Je vais vous donner son mode de fonctionnement. Je vais vous donner les revendeurs. Je vais vous donner les noms des officiers qui l'accompagnent. Il est là, à Douala. Il n'est pas né aujourd'hui. Le chef Sémil qui est arrivé aujourd'hui là ne découvre pas Bangwa. Non. Le chef Sémil qui est arrivé aujourd'hui ne découvre pas Gaston Kingdom. Non. Le chef Sémil qui est arrivé aujourd'hui ne découvre pas la drogue qui se fait à Douala. La vente de drogue, il ne la découvre pas. Elle existe depuis. Le chef Sémil d'avant connaît ça. Les commissaires d'avant savent ça. Mbargangele a mis Ali Baba en prison à cause de ça. Mais pourquoi est-ce que ça perdure? Pourquoi est-ce que c'est toujours des policiers et des militaires? Pourquoi les civils qui sont concernés se promènent? Pourquoi les ministres qui consomment la drogue se promènent? Pourquoi ils sont toujours là? En France, on a vu un commissaire aller en prison parce qu'il dealait avec des bandits. On a nommé un commissaire Ripo. Vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver son nom. Mais là, lui, Paul Motazi, vous fait comprendre que l'information lui a été donnée par les services de renseignement français ou des douanes françaises. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, je vous annonçais ici qu'il y a une cargaison, un bateau battant pavillon camerounais a été saisi avec la drogue sur les eaux là-bas en Europe. Mais ces gens-là n'ont pas informé lui Paul Motazi. Est-ce que vous avez entendu lui Paul Motazi sortir? Avez-vous entendu un communiqué quelque part? Avez-vous entendu un ministre sortir pour expliquer? Avez-vous entendu la voix de Paul Atangandji? Avez-vous entendu Mbargangele? Avez-vous entendu la Sémil? Vous n'avez entendu personne. Ces gens-là sont des gens qui régulent la drogue dans notre pays. Donc voilà les gens qui ont décidé de tuer la politique de Paul Biya. Et ils ont d'abord commencé par sa propre fille. Vous voyez dans le dessin. Si la fille du président prend la drogue et qu'on n'a rien fait pour l'en empêcher, vous pensez que ces gens-là vont s'investir pour que la fille de la Tangana ne prenne pas la drogue, pour que la fille de Mukulu ne prenne pas la drogue, pour que la fille de Nambele Okatche ne prenne pas la drogue, pour que la fille de Ngacha, de Umaro, de Bion, de Dimo ne prenne pas la drogue? Ce n'est pas leur problème. Ils vous donnent l'air de vouloir faire quelque chose, mais non, là, ils ont fait passer les 50 milliards multipliés par 10 en quantité de drogue sont passés. Ce que le Paul Motazi fait là, c'est de la rigolade, c'est la diversion, c'est pour vous distraire. 2 temps de mouvement, c'est parti. On a brûlé la drogue, on a détruit. On a relevé un commissaire dans la nuit. Oh, tout ce monde s'est passé. A fait passer en attendant le prochain événement. Nous avons les services de renseignement qui sont capables d'écouter les activistes. Nous avons les services de renseignement qui ne sont forts là que pour persécuter les ambazoniers. Nous avons les services de renseignement qui ne sont là que pour aller persécuter les enfants dans leur propre maison parce qu'ils ont dit qu'il y a une fraude électorale. On les arrête. Là, les services de renseignement sont forts. Mais les services de renseignement ne peuvent pas anticiper la vente de drogue. Non, ils n'anticipent pas. C'est les services de renseignement français qui disent que voilà, nous avons reçu cette information-là par les services de renseignement français. Lui, Paul Motazi ment. Vous savez pourquoi?
Parce que dans son propos, il vous fait comprendre que il faut se mobiliser pour protéger les enfants, la jeunesse camerounaise, n'est-ce pas? Il découvre maintenant qu'il faut se protéger ou il faut se mobiliser. Il faut un travail de concertation collective. Il ne faut pas que la décision ne soit qu'une décision d'une seule personne. Il faut que ce soit la décision de tout le monde, n'est-ce pas? Léopold Motassé est un menteur, comme disait pour paraphraser le père Barbou. Léopold Motassé est un menteur. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Ce monsieur fait partie des gens qui ont accompagné à la dérive la politique du président Paul Biya. Il a tout détruit et il est toujours le premier à dire le président Paul Biya, le président de la République Paul Biya fait ci, le président de la République Paul Biya fait ça, tout en le poignardant. Poignarder Paul Biya, c'est poignarder, c'est tuer sa jeunesse. Vous savez pourquoi Léopold Motassé sait que ça existe et c'est lui qui finance ça? Écoutez et regardez cette vidéo. Décidément, Samlima se transforme en Sodome et Gomorre. Surtout le quartier Etunelinga qui défraie une nouvelle fois la chronique. Mercredi 11 novembre 2022, une dame, épouse d'un commissaire retraité, habitant du quartier suscité au lieu dit rue des Pavés, est intriguée par des gémissements et des cris provenant du voisinage. Elle alerte le commissariat du 2e arrondissement qui va à son tour informer le commissaire central et le sous-préfet de l'arrondissement éponyme. Ils vont débarquer sur les lieux et retrouver en flagrant délit de consommation d'alcool et de stupéfiants une bande de 25 élèves dont la majorité fréquente au lycée classique et moderne de Samlima. Ces éléments dangereux âgés de 14 à 16 ans, tous en classe de 3e, sauf un qui est en seconde au lycée technique, ont décidé de s'envoyer en l'air lors d'un charter qu'ils ont organisé en complicité avec le locataire de cette maison, un mototaximan. À l'arrivée des forces de l'ordre, ces jeunes gens étaient carrément dopés. Après la consommation des whisky en sachet, des boissons énergisantes et excitantes, ainsi que des bouteilles de whisky à fort taux d'alcool. Plus grave, il a été retrouvé des boîtes de vaseline, des préservatifs, des lames de rasoir et beaucoup d'autres objets qui démontrent à suffisance que le décor était planté pour une grande partie de partouze. Parmi les 25 élèves, 9 seront interpellés et les autres, dont plusieurs filles, vont prendre la poudre d'escampette, abandonnant leurs vêtements et tenues de classe, car certains étaient déjà complètement nus. En ce moment, 11 personnes sont en garde à vue au commissariat du 2e arrondissement de Samlima, dont 9 élèves, le locataire de la maison et le cordonnier, vendeur de whisky en sachet, propriétaire de cet étal de fortune. Approché, le proviseur du lycée classique et moderne de Samlima, Laban Eustache Mimbe, va continuer juste à sensibiliser les élèves sur ces égarements. Aux élèves de se consacrer essentiellement aux activités d'enseignement-apprentissage, de se consacrer à leurs études et d'abandonner pendant les moments de classe les autres activités qui viendraient à les perturber dans le processus de leurs études. Que les enfants se concentrent à étudier leurs leçons, à venir régulièrement à l'école et de rentrer auprès de leurs parents après les heures de cours. De ne pas se livrer à la consommation d'alcool et des stupéfiants ou alors de pratiquer des choses comme les partous telles que nous avons soupçonnées. À l'allure où vont les choses, il est donc clair que le diable a définitivement trouvé refuge à Samlima. Bien, ça se passe dans la région de Léopold Motassé. Cette vidéo-là, elle ne date pas d'hier, même pas d'avant-hier, même pas de l'année dernière. Je vous dis, je suis un archiviste. Toutes ces vidéos-là, je les ai. Ça se passe là-bas. La drogue, la prostitution, la débauche sexuelle, la transmission des maladies. Léopold Motassé est en tête. Ça se passe dans sa région. Et il connaît ça. Avant cette saisine de drogue-là, vous avez vu les jeunes enfants fumer la drogue dans les écoles. Il y a une qui est même d'ailleurs tombée évanouie, renvoyée de l'école. N'est-ce pas? Vous avez vu ça? Les enfants que vous voyez là, fumer la drogue à l'école. Léopold Motassé est parfaitement au courant. Je vais encore vous réveiller la mémoire. Vous vous souvenez qu'il y a eu une bagarre dans une structure de vente alcoolisée au Cameroun. Un bar-restaurant, c'était à Douala ou à Yaoundé, quelque part là-bas.
Les policiers sont allés là-bas pour aller arrêter des personnes parce qu'il était interdit de fumer la chicha, nous a-t-on dit. Mais seulement ce que vous ne savez pas, c'est que cette consommation de drogue est régulée aussi par ceux qui ont des bars, des restaurants, des boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'on met la drogue dans la chicha là-bas à l'intérieur, les enfants aspirent ça. Oui, monsieur. Ça se passe là-bas, à l'intérieur. On regarde, on observe. Mais si tu veux intervenir, il faut passer par le préfet. Il ne peut plus avoir des contrôles comme ça inopinés. Passer par le préfet, c'est que le préfet va appeler, ou le gouverneur ou le maire va appeler sa copine qui est quelque part au quartier, qui a un ganda où on vend la drogue, il va dans la ferme, il y a des agents qui arrivent. La même chose que vous avez vu, qui a poussé le chef Semil à aller à Douala de façon inopinée, c'est le même comportement que celui qu'on appelle M. Mekinde. Mais les gars, je recherche la photo de Mekinde, je ne le trouve pas. Ce monsieur est un bandit, hein. Nous recherchons les photos de Mekinde, on les cherche partout, on ne trouve pas les photos de Mekinde. Donc si quelqu'un d'entre vous a la photo de Mekinde, parce que celles qu'on m'a envoyées, elles ne sont pas très bien lisibles, on a de les nettoyer pour apparaître le visage de Mekinde. Mekinde, c'est le chef d'antenne Semil Douala. Je vous assure, on trouve des photos de tout le monde sur la toile, mais sauf de ce monsieur. Mekinde est introuvable. Donc si vous avez ces images, quelque part, envoyez-les-moi. Celles que j'ai sont en train d'être nettoyées depuis 2 jours. On essaie de ressortir son visage pour vous le présenter. Bref, revenons. Alors vous comprendrez que c'est pour ça que le chef division Semil est venu à Douala de façon inopinée pour venir arrêter les gens sur place. Pourquoi? Dire à son collègue que j'arrive, c'est venir couper sa mangeoire. Venir couper la mangeoire de Mekinde. Le chef d'antenne Semil Douala va appeler les vendeurs de drogue, les Mangwa, les Gaston, pour leur dire mais attention, le patron arrive, fuyez. La même chose avec la drogue partout au Cameroun. On ne peut pas aller contrôler les bars n'importe comment. Le préfet, le maire, le gouverneur qui a un Nganda, ou bien le commissaire qui a un Nganda, appelle, il dit voilà, ils arrivent, cachez-vous. Ce que vous venez de voir Mbargangele faire là, c'est une organisation bien huilée. La drogue est gérée par des hommes en tenue et par des autorités camerounaises. Les vendeurs de drogue sont protégés par l'armée camerounaise. Je vous ai dit ça, je vous ai montré hier. En fait, je vous ai dit, je ne vous ai pas montré, mais ceux qui sont dans le groupe avec moi ont vu les images. J'ai envoyé des gens aller filmer ceux qui font la garde chez Gaston. Oui, monsieur, j'ai envoyé des gens aller filmer chez Gaston Kingdom. Le gars, il a le restaurant, le Kingdom. J'ai les vidéos, j'ai les informations. Comment la drogue rentre. Comment moi qui suis aux États-Unis, moi qui suis ici, je n'ai pas des hommes que je commande. Je suis capable de vous dire, allez à tel endroit. Vous trouverez la drogue là-bas. Allez, Mbangwa est à tel endroit. Voilà ceux qui régulent, voilà ceux qui vendent. La drogue qui vient de l'étranger. Voilà ceux qui la font rentrer. Voilà ceux qui l'escortent. Et vous qui êtes au Cameroun, vous avez le pouvoir, vous avez les armes, vous avez l'autorité, vous avez le galon, vous avez le poste. Mais vous n'y arrivez pas. Non, c'est vous qui organisez. Il est plus facile pour vous d'aller à la douane, aller pondre des communiqués toute la journée, alors que la drogue rentre chez vous et vient tuer les enfants. Vous observez ça. Alors, je vous ai dit, mes chers amis, sans vouloir s'en prendre en personne, non. La plupart des petits-enfants qu'on sodomise dans les trucs de musique, les comédiens, ainsi de suite, on les drogue. La drogue, là, vient d'où? Ils savent. Un enfant ne peut pas faire l'amour, ne peut pas se faire violer comme ça, là, par plusieurs personnes, sans qu'on ne lui fasse perdre connaissance. On te fait consommer la drogue et tu deviens comme un jouet. Le Paul Moutazi, c'est ça. Ils savent ça, tous ces gens-là savent ça. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que vous avez vu ce qui se passe au Mexique. Vous avez l'impression que vous faites du mal à Paul Biya, ou comme vous avez fait du mal à sa fille ou à ses enfants. Vous faites du mal à vous-même, parce qu'un jour ou l'autre, ça va vous rattraper. Oui, monsieur, ça prend le temps que ça va prendre. Ça va vous rattraper. Parce que l'affaire Jeffrey, beaucoup d'entre vous ne savaient pas que ça devait arriver un jour. Beaucoup d'entre vous ont leur nom là-dedans. L'affaire des crimes, beaucoup d'entre vous auront aussi leur nom là à l'intérieur. L'affaire de la drogue, beaucoup d'entre vous auront leur nom là-dedans. Un premier ministre d'un pays voisin que vous connaissez a été assassiné, mais son nom se retrouvait déjà dans ces choses-là. Il n'est pas seul. Au Cameroun, on en trouve beaucoup.
Alors, j'ai voulu partager ça avec vous pour vous faire comprendre que vous, jeunes gens, la drogue ne t'amène nulle part. Si aujourd'hui Elon Musk consomme la drogue, vous voyez ce qu'il a derrière lui, ce qu'il a créé. Biwale, le Camerounais, le physicien là, est-ce que vous l'avez vu quelque part en train de se faire sodomiser, de consommer la drogue? Roger Mila, mes petits frères, mes petites sœurs, Roger Mila, c'est l'un des meilleurs footballeurs au monde. L'avez-vous vu en train de consommer la drogue? Thomas Nkono, l'une des icônes vivantes, continue aujourd'hui de former, de faire des merveilles. Est-ce que vous l'avez vu consommer la drogue? Thomas Nkono, l'avez-vous vu consommer la drogue? Il y a un là qu'on appelle Atangana. Le meilleur mathématicien au monde est un Camerounais. Vous a-t-il dit la drogue qu'il consomme? Il ne consomme pas la drogue. Il étudie son intelligence. Il travaille. Ceux qui vous proposent la drogue veulent vous affaiblir. Ils veulent vous affaiblir pour prendre ce que vous avez de bien et de merveilleux en vous. Oui, monsieur. Parce que si le démon que ces gens-là servent pouvait aller prendre ce que vous avez ailleurs, il ne serait pas venu chez vous. C'est parce que vous êtes une perle rare qui vient prendre chez vous ce qu'il ne peut pas prendre ailleurs. Et pour cela, il te drogue, il te viole, il t'abuse et il prend ton sang. À la fin, ils finissent en prison. À la fin, ils finissent en train de fuir leur pays. À la fin, ils finissent en train de vivre comme ceux qui sont aujourd'hui en prison. Vous découvrez ça? C'est connu depuis très longtemps. La fille du président de la République de mon pays, le Cameroun, ma fille, elle a l'âge de mes enfants. Elle consomme la drogue. Au Cameroun, la drogue que je vends, je peux vous donner les noms de ceux qui vendent la drogue à cet enfant-là. La drogue est parfois allée livrer comme ça par les hommes en tenue pour aller le lui donner. Vous savez pourquoi ça fonctionne ainsi? Parce que plus Brenda va mal, plus mieux ceux qui sont autour d'elle se portent. Plus Brenda va mal, on dira à son père qu'il faut payer beaucoup d'argent pour la soigner. Plus Brenda va mal, on vous fera comprendre que dans le pays va mal, il faut faire venir le pape. Pose-toi la question que mais combien de papes sont-ils arrivés au Cameroun? Vous avez écouté l'une des personnes au Vatican qui avait écrit un livre. Comment il se faisait sodomiser par des prêtres avec la cocaïne, sous l'emprise de la cocaïne. Mais on va dire à Paul Biya que l'on fait venir le pape au Cameroun. Tous les papes sont venus, tous les enfants de Paul Biya ont été bénis par les papes. Vous avez vu à quoi ça ressemble ces enfants-là? Toi tu es docteur au quartier, bien avant le passage des autres papes. Tu as eu besoin de consommer la drogue, c'est le pape qui t'a béni. Ce n'est même pas un prêtre qui t'a béni. Tu as été béni par ton père, tu as suivi son éducation. Et le chef traditionnel de ton village est venu on est allé lui présenter cet enfant et il t'a béni. Aujourd'hui tu es docteur au Cameroun, tu es ingénieur, tu es un homme d'affaires. Le pape n'a jamais posé sa main sur ta fontanelle. Mais les enfants de Paul Biya, les gens ont décidé de détruire. Chaque fois, ils font venir un pape. Ils ne font pas venir le pape pour venir bénir ses enfants. Ils font venir le pape pour venir prendre l'argent. Parce qu'on a fait croire à son père qu'il est le plus grand donateur de l'église catholique et de toutes les autres obédiences qui pullulent et qui n'apportent rien aux Camerounais. Et détruit le Cameroun. Là, voilà la drogue qui rentre. Où sont les pasteurs qui font les miracles? Voilà la drogue qui rentre. Où sont les prêtres, les évêques qui font les miracles? Voilà la drogue qui rentre. Où sont les papes? Parce que celui qui arrive là n'est pas le premier. La cigarette préférée de la fille du président camerounais, c'est la drogue. Où sont les papes? Elle a été bénie par le pape. Oui, monsieur, elle a été bénie par le pape, avec son frère et les autres. Alors, voilà donc la fille d'un chef d'État, bénie par le pape. Dans ce pays-là, nous avons des prêtres plus que dans tout autre pays africain. Ces gens-là font des défilés chez Paul Biya tous les jours. Mais violent les enfants, consomment la drogue. Vous croyez que cette drogue-là, c'est un petit enfant du marché Koulouloun ou du marché central, un petit Bayam Selam qui fait venir la drogue à hauteur de 50 milliards? Non, c'est une drogue qui est organisée par les Louis Paul Motassé, par les Paul Atananji, par tous ces gens que vous voyez là, qui refusent de développer le pays, de construire des infrastructures permettant aux enfants de travailler, mais on tue les enfants avec la drogue parce qu'ils pensent qu'ils vont être épargnés. Oui. Ils ne savent pas que la drogue que ces enfants-là prennent là, à force de la prendre, un peut vous rencontrer dans la rue et il vous bute ou bute l'un de vos enfants. Parce que vous avez cru que vous faisiez du mal aux autres enfants, alors que ce mal que vous faites aux autres enfants-là est une conséquence de ce qui arrivera à vos enfants demain. Yes.
C'est devenu normal. Les militaires escortent la drogue. Les militaires escortent le carburant. Les militaires escortent tout ce qui est mauvais. Pendant ce temps, nos enfants vont mourir dans les autres Lampedusa ailleurs. Et nous sommes contents. On fait venir le pape. Il faut immobiliser le pays. Souvenez-vous qu'avant que le pape ne vienne, tout récemment, il y avait un pasteur là, on l'appelait Kangourou, qui est arrivé au Cameroun il n'y a pas quelques temps. Dès qu'il est parti, même la pauvreté s'est même encore multipliée. Mais lui, il a pris son argent, il est parti. Le pasteur Kangourou, vous vous rappelez? Ils ont réservé les stades. On a mobilisé les rues, les personnalités étaient présentes. Des femmes ont même eu des problèmes avec leur mari parce que non, je vais aller voir le pasteur Kangourou. Il fait des miracles. Voilà la drogue qui rentre au Cameroun. Il fait des miracles. Voilà l'humiliation qu'on impose à notre président. Sa femme est on trépatouille. Non. La femme du président de la République. Comme ça là. Lui, Paul Motazier ne parle pas. Que non, on ne se présente pas comme ça. Avec la femme du chef de l'État. On ne se comporte pas comme ça. Avec la femme d'un chef traditionnel. On ne se comporte pas comme ça. Avec la femme d'un chef écan. Il sort là avec son ventre qui ne fait que pousser. Un jour, ce ventre-là va exploser comme une bombe. Le mauvais cœur. Vous avez vu l'un des hommes les plus riches au monde. Il s'appelle Bill Gates. Regardez comment il est. Regardez les pauvres. Les pauvres ont toujours les ventres comme ça là. Comme lui, Paul Motazier. Le ventre gonfle. Comme un petit pingouin. Il faut regarder le ventre de ce monsieur-là. Oui, il faut regarder son ventre. Voilà des gens qui dirigent le Cameroun. Une véritable association des bandits. On tue à tout va. Voilà encore un deuxième médecin qui est décédé. Une femme, docteur, elle est morte à l'accouchement. Décédée. C'est fini. En moins de 2 semaines, 2 médecins. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que tout est faux. Ces médecins, peut-être, elles étaient bien formées, mais ceux qu'on forme comme les enfants de Ozolte Babouke sont des faux médecins. Alors les vrais médecins leur confient leur vie. Parce que vous ne pouvez pas parler. Parce que quand le professeur Aimé Boni parlait ici, je parlais ici. J'ai publié ça ici. Que j'ai formé ces enfants, ils ne viennent pas à l'école. Ces enfants ne sont pas à l'école, ils ne sont pas des médecins, ce sont des tueurs, ce sont des bouchers que nous sommes en train de former. Vous autres, vous pouvez te dire que non, Aimé Boni végète, Aimé Boni a faim, Aimé Boni extrapole, il exagère, il ment. Vous êtes dit ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas parlé. Vous ne vous êtes pas mis aux côtés d'Aimé Boni pour dénoncer ça. Vous avez laissé former une association de bouchers. Aujourd'hui, vous confiez votre vie en allant accoucher entre les césariennes. Ces enfants-là qui n'ont rien appris disent qu'ils sont des médecins en blouse blanche alors que ce sont des criminels en blouse blanche, vous assassinent. 2 médecins, docteurs, en 2 semaines sont assassinés avec leurs enfants à l'hôpital, à l'accouchement. Quand ça arrive à une femme au quartier, elles sont là, elles rigolent. Elles trouveront toutes sortes de justificatifs pour expliquer ce qui est arrivé. Aujourd'hui, quand ça les arrive, vous allez expliquer quoi? Qu'est-ce que vous allez expliquer? Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas le plateau opérationnel. Il n'y a rien. Quand ça concerne une femme quelconque, une citoyenne lambda, les médecins sont là pour trouver des justificatifs. Il faut voir l'autre pingouin qu'on appelle Manaouda Malachi. Manaouda Malachi, toujours dans les hôpitaux, quand il apprend qu'il y a un malade populaire, il se lève là avec la petite tête de pingouin. Il va visiter, les caméras sont là. Mais il ne mettra jamais le doigt là où il y a le problème. Les formations, les enfants que vous prenez au quartier, là, en monnaie et tout. Vous êtes dans la régulation de la drogue. C'est ça, les conséquences d'une imposture, d'un gouvernement qui est dirigé par des imposteurs, des gens qui occupent des postes qu'ils ne méritent pas. On laisse donc passer la drogue, qui nous fait comprendre que cette femme qui devait accoucher, le médecin ou l'infirmier qui devait s'occuper d'elle n'a pas pris cette drogue. La drogue qui rentre là. Qui peut nous expliquer le contraire? Personne, n'est-ce pas? Nous sommes donc dirigés par des vendeurs de drogue, par un cartel. On les retrouve dans la vente des armes, dans la vente des voitures volées, dans la vente de drogue, dans la vente de la chair humaine, dans la vente de tout et du sang, dans la vente d'ossements humains. Il ne se passe un jour au Cameroun sans apprendre qu'il y a eu, on a vandalisé une tombe quelque part, on a arrêté des jeunes avec des ossements humains quelque part. Ça se passe chez nous dans notre pays, au Cameroun. Et on regarde. Et nous sommes convaincus que tout se passe bien. On va accuser Paul Biya. Mes chers amis, j'ai passé toute ma vie, 34 ans, à condamner le président Paul Biya, à accuser le président Paul Biya. Mais le président Paul Biya, il lui a manqué. Il est comptable de tout ce qui s'est passé, à 100%.
Il est responsable à 100%. Mais je vais reconnaître ici, aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, le président Paul Biya a échoué parce que mes propres parents, à qui il a donné le pouvoir, il a décentralisé son pouvoir jusqu'à déléguer sa signature. Ce sont ceux-là qui l'ont tué. Vous les voyez, les Mbargangele. Il occupe des postes. Il occupe un poste de police, patron de la police. Et chaque année, Mbargangele doit mettre les commissaires en prison. Mbargangele est le patron de la police dans toute l'Afrique qui met ses pattes, dont les officiers de police sont les plus jetés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ripoux. Oui, monsieur, ça veut dire qu'il a échoué. Mais si c'était dans le football, on allait rapidement remplacer l'entraîneur. Si c'était dans le football, on allait commencer par végéter. Mais eux, ils sont là. Et il occupe 2 postes. Il est ambassadeur en Espagne. Il est patron de la police au Cameroun. Il n'est pas différent d'Atamadi. Il occupe 2 postes. Secrétaire permanent du Conseil de sécurité au Cameroun. Il est le ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Mais la drogue rentre. Les enfants se promènent au Cameroun avec des machettes pour tuer les gens. Mais ces gens-là sont là. Ils observent. Mais on va poser tout sur la tête de Biya. Qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné? Aujourd'hui, quand Biya ne sera plus là demain, nous dirons à nos enfants que je suis rentré dans l'école de police pour servir, pour combattre la drogue, l'insécurité. Mais le président ne m'a pas nommé. Mais je suis rentré dans l'école de police, je suis sorti de là-bas, j'ai été nommé commissaire de police, mais je suis devenu trafiquant de drogue. Je suis devenu directeur de la police. Je suis devenu ministre des policiers. Mais ma mission tous les jours, c'est de jeter 3, 4 commissaires de police en prison. Si ce n'est pas 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. En ce moment où je vous parle, sauf si celui-là est sorti hier, il y a un commissaire en prison. Pourquoi est-il en prison? Pour avoir braqué dans un consulat et volé les visas en compagnie d'un enfant d'un autre ministre. Le ministre des Relations extérieures. Son fils a été arrêté pour avoir braqué un consulat au Cameroun, volé les visas. Il a commencé à vendre ses visas avec la complicité d'un commissaire. Le commissaire Ngabiti aussi, le fils de Mbargangele, de la police, avec un enfant d'un autre neveu ou fils d'un autre ministre, Mbela Mbela. Ils sont en prison, sauf s'ils sont sortis hier et je n'étais pas au courant. Voilà à quoi servent ces gens. Donc quand vous voyez des gens qui ont réussi à détruire les enfants du président de la République, détruire ces enfants-là, ce n'est pas parce qu'on les a poignardés, ce n'est pas parce qu'on les a empoisonnés. Mais détruire ces enfants, c'est laisser à leur portée la drogue qui rentre. Elle rentre par où? Paul Biya consomme-t-il de la drogue? Est-ce que Paul Biya consomme la drogue? Paul Biya, lui, il a une école qu'il consomme qui lui a été donnée par les Djigba Djigbaman. C'est une école qu'on trouve au Cameroun. Je peux te la donner. C'est ça que Paul Biya marche. Depuis que Paul Biya est entré au palais, vous ne pouvez pas voir Paul Biya sans... Paul Biya ne consomme pas la drogue. Paul Biya est dans les trucs traditionnels. Alors il vous a confié la vie de ses enfants, comme il vous a confié sa propre sécurité. Aujourd'hui, Brenda est abandonnée à elle-même. Elle saoule, elle consomme l'alcool, elle se drogue, elle se prostitue. Elle sort la nuit et elle vous dit que quand elle sort, elle est accompagnée par un agent qui l'accompagne pour aller chercher les clients qu'elle a rencontrés sur Internet. Est-ce que c'est moi qui parle? Réécoutons. Story time. Là, alors, vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté... je sais pas, à 4 heures que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant 1 semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Quand j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis, 5h du matin. Il dit, oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok.
Il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas où, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh. Bon, je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va chiller dans ma voiture, à moi, parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur, et il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok, on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je lui dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture, et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late. Il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard, tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi. 13 minutes après, genre j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5 h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre, un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'ai aimé le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Bien, c'est la fille du président qui parle. Elle raconte qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle a rencontré dans les réseaux sociaux. Elle a décidé, c'était un Américain, elle a rencontré, le gars l'a même plaqué. Elle est allée avec son garde du corps et son chauffeur. Oui, monsieur. Donc, elle est accompagnée par l'État. Parce que ces gens-là sont payés par l'État. À quel moment ces gens-là ont-ils informé son père? À quel moment ont-ils informé ses parents? Là, ça se passe en Europe. Mais quand j'avais dénoncé ça ici aux États-Unis, j'ai payé mon argent de mes propres poches. Je suis allé à Los Angeles pour commencer à dire à son papa, papa, me kora anda, domme ka Los Angeles, na bolongma, na numa, au truc à na Paul Biya. C'est-à-dire, on m'a appelé depuis Los Angeles et on me dit, Numa, on t'entend parler, tu dis que tu es le fils de Paul Biya. Viens voir ce que fait sa fille ici à Los Angeles. Donc, on toi. De te à l'aéroport. Donc, tu as un avion à Los Angeles. 6 heures de vol. Donc, pas moi. Ce que j'ai ramené là-bas, j'ai informé le président. N'a pas. Ce n'est pas forcément
pour te faire plaisir, mais voici ce qui se passe. Ça va engager notre jeunesse. Ça va engager l'image de ta fille. Ça va engager ton image, ta fonction. Ça va engager l'armée parce qu'elle est protégée et gardée par des hommes en tenue. Il faut neutraliser ça trop vite. Les mêmes personnes qu'on paye pour salir dans les réseaux sociaux, parce que les gens qui sont autour de Paul Biya n'aiment jamais que la vérité monte. Quand tu parles comme je parle là concernant le voleur de montres qu'on appelle Mekinde, ils vont payer certaines personnes pour venir raconter ce qu'ils ne connaissent pas. Quand j'ai donc dit ça au président de la République, par une note, j'ai fait une publication. Parce que quand vous m'entendez parler ici, avant de parler ici, je préviens d'abord aux gens que voici ce qui se passe. Protéger notre jeunesse. N'ayant pas le retour, je décide donc de publier. Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés dire au président de la République? Ils ne lui ont pas dit que sa fille fume la drogue. Ils ne lui ont pas dit que sa fille faisait des partous. Ils ne lui ont pas dit que sa fille se prostitue. Et qu'elle est exposée aux maladies, à la drogue et à une overdose un jour. Ils sont allés dire au président que moi je déteste sa famille, je déteste ses enfants. Mais comme Dieu est Dieu et ne m'a jamais abandonné, accompagné de mes ancêtres, 3 semaines plus tard, c'est le département d'État qui appelait sa mère pour dire venez la récupérer sinon on la met en prison. Donc aujourd'hui, ce que vous venez d'écouter là, ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe déjà quand elle est en Europe, alors que ça a commencé ici. Personne de l'entourage du président n'a prêté attention, n'a voulu informer le président et prendre des mesures radicales. Vous avez vu Brenda Biya en manque de drogue, casser tout dans sa maison. Donc je suis tellement dans le mal ici au pays, tellement dans le mal, regardez, même, hein, j'essaie de garder mes trucs en hauteur, la télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous trouvez ça normal qu'on me regarde encore ici quand clairement je ne vais pas bien? Je leur ai demandé chameau, ils m'ont donné, non. Qu'est-ce que je leur ai demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne leur côté de piment ou de remplissement de poche. Alors, donnez-moi même des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. Ça s'est passé au Cameroun. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un voice en Vondoyolo. Je fais comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. Quel est le spectacle que vous nous servez là? Pourquoi ils ne peuvent rien faire? Parce que l'état de santé de Brenda Biya, de Junior Biya, de Paul Biya sert l'entourage de Paul Biya. Parce que plus mal ces enfants-là se portent, mieux ceux qui sont dans son entourage se portent. Oui, monsieur. Plus mal cet enfant-là se porte, on dit à Paul Biya que non, il faut la traiter, il faut les traitements, il faut payer les hôpitaux, il faut la garder ici pour qu'elle soit soignée. Parce que toi, tu dois rester en mission, tu as tes frais de mission, tu as ton salaire, tu as les avantages qui vont avec, tu payes celui qui t'a mis en mission. Parce que pour garder Brenda Biya, c'est ton patron qui te met en mission. Ton patron, là, tu dois lui verser une somme, n'est-ce pas, pour garder Brenda Biya. Donc, il faut couvrir tout ce qui se passe. Dis toujours que la situation est grave. Dis que vous faites tout, mais elle n'écoute pas. Oui, monsieur. Donc, quand vous voyez l'état de Paul Biya, qui un jour, ici aux États-Unis, a perdu la tête, il posait la question pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Non, les gens savent que le président Paul Biya n'est plus dans tout, il n'a plus tous ses sens. C'est normal. Mon propre père, Nouma, parfois, je parle avec mon papa au téléphone. Il me fait comprendre l'autre jour qu'il a besoin d'une moto. Et ce monsieur-là me parle de ça, ça fait au moins plus de 3, 4, 5 ans. Il dit qu'il veut une moto qui a 3 roues. Alors chaque jour, je lui dis, mais papa, ta moto, je verrai ça avec ta fille. Tu auras ta moto la semaine prochaine. Papa, tu veux quelle couleur? Il me dit, bon, n'importe quelle couleur. Tu dis qu'il te faut combien de roues? Il dit, il lui faut une moto 3 roues. Je dis, ok papa, il n'y a pas de problème. Tu auras ta moto de 3 roues. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il te faut là maintenant? Il me dit, on refusait de me donner mon verre de vin comme tu avais demandé tous les jours, comme me serve mon petit verre de vin quasiment. Il dit, bon, ok, donnez-lui une bouteille, sa bouteille de vin, il voit avec ses amis. Demain matin, quand je vais encore parler avec lui, il me parlera toujours la même chose, qu'il veut la moto. Il oublie complètement qu'il a parlé avec moi hier et on a parlé de la moto. Il a parlé avec moi il y a 3 ans, il m'a parlé de la même moto. Lui-même, il n'arrive plus à se tenir normalement sur ses jambes, mais il veut la moto. Au mois de décembre, le jour de la fête, c'est une moto qu'il a cognée. Je lui dis, mais papa, tu ne sais pas que c'est la moto qui t'a cogné? Il dit, ah bon? Il dit, oui papa, c'est la moto qui t'a cogné. Tu veux toujours la moto? Oui, je veux une moto de 3 roues. Tu la veux quand? Ben, même si elle est là tout de suite là. Mais tu la veux de quelle couleur? N'importe quelle couleur. Mais je veux la moto de 3 roues. Et il me dit ça depuis 3, 4, 5 ans. Donc ça veut dire qu'il perd la tête. Et c'est normal. De temps en temps, son esprit revient.
il nous raconte des choses, on parle normalement. Je dis, mais papa, ça va? Il te dit, mais ça va très bien. Ton costume là est bien, il faut me l'envoyer. Pourquoi toi tu portes toujours le costume tout seul? Tu m'envoyer ce costume là ici, je vais le porter. Parfois la mémoire revient, parfois la mémoire se perd. Ok? Le président de la République, les gens qui sont autour de lui ont déjà étudié son mécanisme et ont décidé de le maintenir là. L'exemple de SGS, ça vous rappelle quelque chose? Avec Transatlantique, whatever. Où chacun vient dire le contraire, le tout et le contraire. Son particulier, chef d'état-major à la présidence, vient vous raconter son histoire. De l'autre côté, le premier ministre vous dit son histoire. De l'autre côté, Mvonoyulo vous dit son histoire. De l'autre côté, Ferdinand Bongo raconte sa vie. Mais le président de la République lui-même ne dit rien. Mais le pays sombre. Le peuple est drogué. Les étudiants sont drogués, alcooliques au Cameroun. Et on observe et on regarde. On va accuser l'Amérique. On va accuser les États-Unis. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée avec un commissaire il y a de cela quelques jours. Ceux qui pensent que l'autorité, c'est toujours la force. Alors, un directeur d'une école décide au Cameroun de sanctionner un enfant qui était toujours distrait. À l'école, il est distrait. Dans la salle de classe, il est distrait. Et il distrait aussi les autres camarades. Ils se regroupent là, ils sont toujours groupés en train de regarder le téléphone. Ah oui, oh là là, oh, mais qu'est-ce que c'est pas maintenant? Mais qu'est-ce que c'est bien? Oh, ton père, il est fort. Hein? Oh. Le directeur dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le directeur atterrit donc et prend le téléphone. Dans le téléphone là, les choses se passent à l'intérieur. Il prend le téléphone, il confisque le téléphone. Quand l'enfant arrive à la maison sans son iPhone, sa maman lui demande que, mais où est ton téléphone? Il dit que non, le directeur a pris son téléphone. La maman qui ne va pas agir comme Aïdjo, parce qu'Aïdjo disait toujours que si un enfant fait quelque chose, le directeur ou le professeur doit punir l'enfant. Ce n'est pas parce que son père est président, son père est ministre ou gouverneur ou commissaire de police. Cette femme-là, son fils lui dit que le téléphone a été récupéré par le directeur. Elle ne pose pas la question pourquoi. Elle débarque dans le bureau du directeur. Et elle ne débarque pas seule. Elle prend ses collègues pour aller arrêter le directeur parce qu'elle est commissaire de police. Oui, monsieur le directeur, vous avez arrêté mon fils, vous avez pris son téléphone, voilà, on est venu vous embarquer. Oh, slow down. Okay, I got you, madame, officer, you know, have a seat, and listen to me. Prenez place et écoutez-moi. Votre fils vous a dit que j'ai pris son téléphone, n'est-ce pas? Il dit, oui, vous avez pris son téléphone, mais c'est un iPhone, calme-toi. Il dit, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans le téléphone de votre fils. Asseyez-vous, monsieur le commissaire, asseyez-vous. Les autres officiers là, asseyez-vous. Il allume le téléphone. Il met devant tout le monde. Qu'est-ce que les gens regardent dans le téléphone? C'est la femme commissaire et son ami en train de faire l'amour dans ce téléphone. Est-ce que tu comprends le truc? C'est la femme commissaire là et son mari, donc les parents de cet enfant là, en train de faire l'amour qui sont dans ce téléphone. Comment ça s'est passé? L'enfant en question a mis les caméras dans la chambre de ses parents pour les filmer en train d'avoir des relations sexuelles. Oui, monsieur. Il a filmé ses parents pour aller partager avec ses amis à l'école. La femme quitte là-bas, elle est commissaire de police. Le directeur général dit que c'est ça. Arrêtez-moi, amenez-moi. Non, vraiment, monsieur le commissaire, est-ce que les enfants ont vu ça? Il dit oui. Ah oui. Écoutez ça. Comporter. Je vais prendre un petit exemple, une petite histoire qui s'est passée dans un collège de la place. Alors, le surveillant général confisque le téléphone d'un enfant. L'enfant avait un téléphone cher. L'enfant rentre à la maison, dire à sa mère, commissaire de police, que le surveillant général a arraché son téléphone, mais elle ne dit pas pourquoi. Sa mère porte les policiers, ils arrivent au collège pour interpeller le surveillant général qui est désormais comme un voleur. Il a volé le téléphone de son enfant. Bon, lorsque le staff s'est réuni pour venir régler la situation, on dit bon, le surveillant dit, je vais vous présenter donc publiquement pourquoi j'ai arraché
le téléphone de l'enfant. Dans le téléphone, l'enfant filmait les ébats de ses parents. Donc elle mettait la caméra dans la chambre de ses parents pour avoir tout le scénario. Le surveillant général qui a donc confisqué le téléphone voulait que les parents viennent pour qu'ils posent le problème, qu'il attire leur attention. Mais comme sa mère avait les galons, elle est venue avec les policiers pour arrêter le surveillant général comme les voleurs. Donc elle ne voulait même pas écouter le surveillant général. C'est quand, comme l'affaire était déjà rendue publique, on a donc projeté à l'écran, même ces policiers qu'elle a amenés ont dû voir. Ne dites pas ça, on a projeté ça. Mais puisque le problème était sérieux, non? Donc voilà, vous comprenez donc que ces gens-là pensent faire du mal aux enfants de Paul Biya. Ces gens-là pensent faire du mal au peuple camerounais. Ces gens-là pensent faire du mal en abusant de leur fonction. Ils oublient qu'ils se font du mal eux-mêmes. Ça va les prendre. La drogue qu'il faut rentrer au Cameroun là, ils seront responsables un jour. Le sang qu'ils boivent là, ils seront responsables un jour. Les maladies qu'ils transmettent là, ils seront responsables un jour. Parce que vous avez des enfants. Vous allez contaminer les filles des autres. Vous êtes vieux. Ces enfants-là vont se retrouver avec vos filles un jour. Vous n'allez pas savoir. Tout récemment, vous avez vu les enfants de 2 personnalités camerounaises se marier. Vous avez vu seulement le mariage. Est-ce que vous savez depuis quand ces enfants-là se fréquentent? Ils se sont mariés. L'enfant d'un ministre et l'enfant d'un professeur émérite dans notre pays. Imaginez-vous un temps soit peu. Si ces enfants-là étaient d'une éducation légère et qu'ils faisaient tout et n'importe quoi, drogue, prostitution, débauche sexuelle, alcoolisme, ainsi de suite. Et ils se retrouvent en train d'être tamponnés, que quelque part, peut-être le professeur avec tchoukou quelque part, cette fille-là quelque part, ou bien un garçon quelque part, qui s'est retrouvé avec la fille ou avec le fils, et ils se retrouvent ensemble tous malades. Vous voyez la catastrophe que ça allait donner? Inspirez-vous d'une bonne éducation. Ces enfants-là se sont mariés devant tout le monde. L'autre jour, vous avez applaudi, vous avez commenté. Mais vous applaudissez le symbole que voilà des opposants politiques, voilà un professeur, voilà un ministre. Mais encouragez l'éducation que ces enfants-là ont eu, que le professeur a donné. Et c'est ce que le professeur continue toujours de véhiculer partout. Là, il enseigne. Quand lui, Paul Moutazi, dit donc, il faut une prise de conscience collective, que nous prenions des décisions pour protéger notre jeunesse. Quand est-ce qu'il pense protéger la jeunesse? À quel moment? Il faut une école pour protéger les jeunes? Est-ce qu'il faut une école pour protéger les jeunesses? Ou pour protéger les jeunes? On protège les jeunes chaque jour en fonction des actes que nous posons. Moi, je protège les jeunes ici. Chaque jour, je parle à ces jeunes-là. Chaque jour, je les parle. Quand je vous dis ici que j'ai commencé ce combat, j'étais seul. Après, j'ai été secondé par mon grand frère, J. Paul Rimingono. Et tous les autres sont venus. Bien sûr qu'il y a eu des dérives. Mais il y a une petite crème, il y a une petite poignée qui est restée constante. Elle persévère. Elle mène le combat. Voyez-vous? Donc, n'attendez rien de ces gens. La drogue là n'a pas bougé d'un pouce. Non. Quand on veut déstabiliser un pays, on lui fait cadeau du terrorisme. Quand on veut déstabiliser un pays, on envoie la drogue. Quand on veut déstabiliser un pays, on envoie la prostitution. Quand on veut déstabiliser un pays, on ne sanctionne pas ceux qui commandent. Ils se neutralisent entre eux. On met les petits enfants en prison. On leur donne des armes. On les injecte des maladies. Voilà les conséquences. Jeffrey pensait qu'il était caché. Jeffrey pensait qu'il était invincible. Il est tombé devant tout le monde. Vous tentez de le voir. Où il est caché, où il est mort. Mais il a bu le sang. Il a mangé la chair humaine en brochette. Mais à quel prix? Quelle a la notoriété? Regardez ce qu'il a exposé. Regardez ce qu'il a laissé dehors. Regardez ce qui se passe dans le monde. Après avoir fait tout ça, bu le sang humain, abuser des bébés, abuser des femmes. Vous avez vu ce qui se passe en Angleterre? Pour des besoins sexuels, un prince a donné l'État des données importantes de son propre pays. Il a donné ça à une personne pour un petit plaisir avec des enfants. Il a exposé tout un pays. Ça devrait nous inspirer quelque chose. Des comportements à ne pas refaire. Ça devrait nous inspirer des choses à ne pas refaire. Et ne même pas commencer à faire. Comment pour un plaisir avec des enfants en plus, tu prends les documents de ton pays, tu donnes à un individu sans te rendre compte un temps soit peu que ce monsieur-là travaille pour un service de renseignement d'un pays qui a une spécialité sur cette terre, le chantage.
Et vous faites pareil. Vous détruisez vos enfants. Et nous autres, quand on essaie de parler de ça, nous sommes vos ennemis, nous sommes vos adversaires, alors qu'on devait être vos alliés, des penseurs qui pensent pour vous aider. Voilà donc à quoi ça nous a réduit. Voilà à quoi nous sommes réduits dans notre pays. La débauche sexuelle, la drogue, l'alcool, le favoritisme, le népotisme, la sodomifion, l'homosexualité, le tribalisme, la corruption, le vol des terres, le vol des biens, les abus sexuels, trafic d'influence. Ça, c'est notre lot et ça, c'est notre liste. Vous comprenez donc pourquoi le président de la République est neutralisé. Alors la dernière question que tu devrais toujours te poser, toi, pour ne rien attendre de ces gens-là, quand ils ont réussi à détruire Brenda, penses-tu qu'ils feront différent de toi? Si l'enfant du président n'a pas pu être protégé par lui, Paul Motazé, par Bargangele, par la sécurité militaire, par Gala Setoga, par tous ces services de renseignement-là, est-ce que tu penses qu'ils peuvent te protéger? Ils ne peuvent pas te protéger, n'est-ce pas? Moi qui te parle ici, je peux te dire, avec le nombre de personnes avec lesquelles je parle au Cameroun, pour proposer des choses que les Camerounais savent faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas là pour former. Ils ne sont pas là pour développer. Ils ne sont pas là pour aider le président Paul Biya. Ils ne sont même pas là pour aider le père Paul Biya. Oui, monsieur. Parce que il y a quelqu'un qui m'a posé la question en me disant que, mais Pat, Freeman, tu parles toujours du président et qu'il a été trahi. Explique-moi ça très bien. Je vais donc t'expliquer ici, Léopold, pour une fois, pour que tu comprennes. Moi, je fais la différence entre une fonction politique et un père. Si Paul Biya avait été seulement papa, il allait se contenter d'avoir éduqué ses enfants, les avoir envoyés à l'école comme il m'a envoyé en France. Et j'allais chercher ma vie, n'est-ce pas? En dehors d'être papa, il a donc bénéficié d'un poste de président. Il nous a appelés que mes enfants, venez m'aider dans ma fonction de président. Parce que j'ai fait de vous des enfants dont je crois que beaucoup d'entre vous ont l'expertise. Venez m'aider en tant que président. Ne venez pas m'aider en tant que papa. En tant que papa, je vous ai tout donné. La nourriture, à manger, je vous ai soigné, je vous ai accompagné, je vous ai élevé, je vous ai envoyé dans des écoles. D'autres sont devenus des militaires, des machins, tout ça. Médecins, ingénieurs, hommes d'affaires. J'ai fini mon rôle de papa. Maintenant, en tant que président, je me dis que bon, je vous ai formé, je vous ai envoyé vous former, vous êtes capable de m'accompagner dans cette fonction prestigieuse, mais délicate, difficile, importante de président. Venez donc m'accompagner et prendre le lieu Paul Motazé. Il appelle donc ses collègues, ses gens de son âge, son aîné même, l'embargan Ngele, il prend l'embargombois, il prend le Maté Bengue Boutou, il prend le Bafam Dongo, il prend ces gens-là, il venait m'aider. Regardez donc là où ils ont laissé leur père, le président. Au lieu de l'aider à construire, nous sommes endettés jusqu'ici. Au lieu de l'aider à construire, nous tuons nos propres enfants. En commençant par celui-là qui les a tout donnés. Celui qui nous a tout donné, nous les Béthibenanga. Nous tous, il nous a tout donné. Voilà ce que nous lui offrons. La drogue qui entre. Pour lui faire comprendre qu'il est encore vivant, on dit non, papa, le pape va encore venir. Le pape va rentrer là au Cameroun, moi, avec 20 milliards. Ah oui, papa, le pape n'est pas venu là pour se promener, il s'en fout de vous. Il n'a absolument rien à cirer. Il fait un petit tour. Et puis il repart, il a pris son argent, il repart. Avant le pape qui venait au Cameroun, toujours les papes, avant les papes qui venaient encore au Cameroun, toujours les papes, mais avant les papes qui venaient toujours au Cameroun, le monsieur que vous voyez là, avec Paul Biya là, lui aussi, quand il venait au Cameroun, il venait prendre sa part. C'est lui qui a exigé à Chantal Biya la robe rouge et son organisation. Il prenait sa part, il s'en va. On a fait le président de la République le plus grand donateur de l'église catholique et d'autres obédiences. Donc le pape ne vient pas là-bas pour nous. Le pape ne vient pas là-bas pour vous. Il n'a rien à cirer avec ce que nous vivons. Oui, monsieur. Donc, il faut que nous prenions notre destin en main.
Si nous voulons devenir un pays libre, soyons d'abord libres de savoir ce qui nous revient de droit, ce que nous représentons pour Dieu, ce que nous représentons pour nous-mêmes, ce que nous représentons pour les autres, et comment faire pour combiner tout ça, pour faire un peuple qui peut vivre ensemble et partager. Mais ceux qui font venir ces gens-là, c'est que c'est les gens qui veulent vivre à travers les autres. Avant le pape, on vous a fait venir, il n'y a pas très longtemps, un Camerounais qui jouait au PSG. Vous connaissez son nom? Est-ce que vous vous souvenez du jeune Camerounais qui joue au PSG? On a mobilisé tout le Cameroun pour lui. Est-ce que vous vous souvenez? C'est comme ça que le Cameroun vit. Ils veulent toujours vivre à travers les autres, alors que les autres vivent à travers nos richesses et nos intelligences. Mbappé, pour te donner son nom si tu as oublié. Mbappé, on l'a fait venir au Cameroun, il a fait le tour. Il est reparti. Résultat de course, il y a eu quoi par la suite? On a mobilisé le Cameroun pendant 3 jours. Ça a porté quoi au Cameroun? Kangourou était là, il a fait ce qu'il avait fait, il est reparti. Les papes ont défilé, celui-ci va aussi défiler, il va repartir. Vous serez toujours dans la même chose. Et on se lève comme ça un jour, on vous dit que le pain de 8 mars coûte 25 000. Et toi, tu m'appelles pour me demander l'argent. Alors que tu achètes un pain à 25 000. Mais tu me demandes l'argent pour que tu ailles à l'hôpital. Tu me demandes l'argent parce que tu as un problème. Alors que tu es prompt à aller acheter un pain de 25 000. Qui ne te sert à rien. Tu vas te servir à une dent au courant d'une journée qui ne t'apporte rien. Mais tu achètes un pain de 25 000. Nous avons été bêtes dans les années 50. Parce qu'ils ont voulu nous faire croire que nous étions bêtes. Ils nous ont tués avec le napalm. Ils nous ont opposés entre nous. Mais aujourd'hui, en 2026, tout ce qui nous arrive, je ne peux pas accuser la France, je ne peux pas accuser l'Amérique. Nous sommes d'abord nous-mêmes les premiers responsables. Je ne peux pas avoir faim, avoir soif, ne pas capable de payer mon électricité, envoyer mes enfants à l'école, mais aller me battre pour acheter un pain de 25 000 pour me faire voir. Je suis fou. Je ne peux pas te donner. D'abord, j'ai dit que je n'étais plus les personnes qui m'appellent ici pour dire je suis bloqué à l'hôpital, je suis bloqué ici, je suis bloqué ça. Non, allez dans le RDPC, ils vont vous aider là-bas. Allez acheter les pains, vous finissez le défilé. Quand vous avez besoin d'argent, vendez le pain là, portez et faites ce que vous avez à faire. Ne me demandez rien. Je m'occupe de ceux qui sont conscients du combat que nous menons ici. Donc, pour conclure, je voulais vous dire sereinement, ce que vous avez vu là, ce n'est pas une drogue qui a été détruite. Tout ce que vous avez vu là, c'est du cinéma. Cette drogue-là ne peut pas être brûlée. Et la nuit, ils vont aller la déterrer, la récupérer, la revendre. Et les donneurs d'ordre seront toujours là. Les commissaires de police, les délégués, les missipous, les procureurs, Margangele, les Mekinde et les autres seront toujours là pour faire la même chose. Je vous ai expliqué que ça fait plusieurs fois, plusieurs sont en prison. Et ça fait des années que ça dure. Mais plus le temps passe, mais ça devient encore plus grand. On trouve la drogue partout dans les écoles. On trouve dans des hôpitaux. On trouve dans des ministères. On trouve partout au Cameroun. Mais nous allons accuser Paul Biya. Oui, il a sa part de responsabilité. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Il faut donc que nous soyons comptables de nos responsabilités et de nos impairs. Paul Biya, il est vieux. Personne ne peut plus rien faire contre ce type. Chez nous, on ne s'attaque pas au vieillard. À son âge-là, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse de lui? Mais maintenant, il faut se retourner vers ceux-là à qui il a donné la responsabilité pour sauver le pays économiquement, point de vue sécuritaire, point de vue développement. C'est ceux-là, mes parents, ce qui nous allons donc nous attaquer. Par tous les moyens, il faut s'attaquer à ces gens-là, y compris à l'international. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine. Et ensemble, nous redonnons à notre pays cette lettre de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Mais compter sur vous, ce n'est pas dans la drogue. Compter sur vous, ce n'est pas dans la prostitution. Compter sur vous, ce n'est pas dans la débauche et l'alcool. Compter sur vous, ce n'est pas dans le vol, le sabotage des tombes. Compter sur vous, c'est prendre conscience. Ne vous droguez pas les enfants. Ça n'apporte rien. Et regardez à quoi certains d'entre vous ressemblent. Regardez à quoi certains d'entre vous ressemblent.
Je compte sur vous parce que je suis convaincu que c'est vous qui ferez le Cameroun de demain. Je ne suis pas un exemple à suivre. Regardez l'exemple de vos parents. Ce qu'ils ont fait de vous. Suivez vos parents, regardez-les. Posez-vous des questions. Papa, comment tu as fait pour tenir, pour élever 8 enfants sans un emploi qui te faisait gagner 200 000 par mois. Mais tu as élevé 8 ingénieurs. Parmi 8 enfants, parmi lesquels des ingénieurs, des médecins, des enseignants, des professeurs. Papa, tu faisais comment? Papa, comment tu as fait pour rester au foyer avec ta maman, avec notre maman, pendant autant d'années? Vous ne vous avez pas divorcé. Papa, comment as-tu fait pour ne pas devenir alcoolique? Papa, pourquoi tu ne fumes pas? Papa, pourquoi tu ne prends pas la drogue? Parlez à vos pères. Ce sont nos premiers dieux sur terre, nos parents. Ce sont nos premiers exemples. Regardez, retournez-vous vers vos mères. N'allez pas regarder les prostituées qui ont 12 enfants, 42 pères et demi. Ce sont ceux-là, les faux coachs que vous regardez dans les réseaux sociaux, qui se placent devant la télévision pendant 4 heures, vous les suivez. Les exemples sont dans vos maisons. Maman et son mari, 50 ans de mariage. 8 enfants. 14 ou 15 ou 20 petits-enfants. Demandez à la maman, comment faisait-elle? Qu'elle te dise la discipline qu'elle a imposée à sa vie. Arrêtez de suivre les prostituées là dehors. Arrêtez de suivre les bandits. Regardez vos vies aujourd'hui. Les enfants n'atteignent plus 30 ans. 20 ans, il est mort. 25 ans, il est mort. 30 ans, il est mort. Quand est-ce que vous allez atteindre 50 ans? Quand vous me regardez là, vous pouvez me donner mon âge. J'ai dépassé les 50 ans. Ce n'est pas parce que je suis parfait. Je suis même l'un des plus imparfaits de vous tous. Mais j'ai des principes. Ce n'est pas parce que je ne bois pas l'alcool que je suis un gars sérieux. Ce n'est pas parce que je ne fume pas la drogue que je suis un gars sérieux. Ce n'est pas parce que je ne me prostitue pas que je suis un gars sérieux. Ce n'est pas parce que je ne vole pas que je suis un gars sérieux. Non. Il y a des principes que tu t'imposes. Je ne veux pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Tu peux boire un peu d'alcool. Un verre. Oui. Tu peux manger ce qui te plaît sans abuser personne. Ne suivez pas ces gens-là. Une fois que vous les avez suivis, vous avez vu ceux qui sont en prison. Ne les suivez pas bêtement. Ils sont pleins en prison parce que vous avez voulu les ressembler. On prend des petits jeunes là. Aujourd'hui, les journalistes qu'on essaye un peu de faire croire qu'ils sont quelque chose. Ne les suivez pas. Restez sur votre timing. Vous verrez qu'ils vont tomber et vous laisseront avancer librement. Inspirez-vous de vos parents. Gardez la foi en Dieu. Croire en soi et avoir la foi. C'est important ce que je dis. Croire en soi et avoir la foi en Dieu. Et écouter les parents. C'est important. Parce que demain, vous aussi, vous serez des parents. Les enfants vont s'inspirer de vous. Ne vous laissez donc pas égarer par les gens de ces systèmes qui n'ont rien compris. Alors moi, je m'appelle Nouma. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Patrice Nouma Freeman, c'est mon nom. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.